Bonjour Pierre-Henri Dumont. Bonjour. La Turquie vient d'annoncer qu'elle expulserait bientôt 11 djihadistes français, pour la plupart des femmes. Vous qui êtes membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée, est-ce que c'est plutôt une bonne chose de récupérer ces combattants de Daesh en France pour pouvoir les contrôler éventuellement en les mettant en détention et puis les juger, ou bien est-ce que vous auriez préféré qu'ils restent loin de chez nous ? Non, c'est plutôt une mauvaise chose. Moi, je faisais partie de ceux qui expliquaient que les djihadistes français qui avaient trahi leur pays, brûlé leur carte d'identité et leur passeport devaient être jugés là où ils avaient commis leurs crimes, quand c'était possible, à savoir en particulier en Irak. Pour ces djihadistes qui vont être transférés depuis les geôles turques vers la France, c'est pas une bonne ou mauvaise chose, simplement un fait. Le fait est que la Turquie a décidé, en mesure de représailles aux actions entreprises par la France et les pays occidentaux suite à l'invasion turque dans le nord-est libyen, de transférer une partie de ces djihadistes étrangers dans les pays d'origine, et donc pour 11 de ces femmes a priori en France. Donc on est face à un cas qu'on avait voulu éviter, et aujourd'hui on doit tout mettre en place pour éviter que ces femmes djihadistes, puisqu'elles concernent principalement des femmes, puissent transmettre leur passion du djihadisme à d'autres personnes, radicaliser d'autres personnes en prison. Qu'est-ce qu'il faut en faire maintenant maintenant il faut qu'on soit extrêmement pragmatique, c'est-à-dire qu'on va les avoir sur le territoire national, il faut évidemment les mettre tout de suite en prison, à l'isolement, les surveiller, faire en sorte qu'elles ne puissent parler à personne, faire en sorte qu'elles puissent éviter de radicaliser d'autres personnes, et puis après les juger pour leurs crimes. Est-ce que ça veut dire que la Turquie n'est plus un partenaire fiable dans la région ? Manifestement, je pense qu'à un moment donné où on a une attaque de la Turquie, qui est pays membre de l'OTAN, ce n'est pas n'importe quel pays, contre les forces kurdes qui ont aidé la coalition occidentale à combattre Daesh, à remporter de très nombreuses victoires, et en quelque sorte aussi à éradiquer une partie de l'État islamique dans sa première forme, même si elle est en train de revivre dans une seconde forme. On voit bien que la Turquie, on ne peut plus lui faire confiance à 100% comme on pouvait lui faire confiance auparavant. Et donc, il y a une première faute morale qui a été celle de la Turquie en attaquant les forces kurdes en Syrie. Il y a maintenant des mesures à prendre, je pense. Le président de la République, dans son interview à The Economist, a expliqué, peut-être d'une façon un brin provocatrice, que l'OTAN était en mort cérébrale. Est-ce qu'il faut poser la question de l'appartenance de la Turquie à l'OTAN ? Alors, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de processus de retrait de l'OTAN, mais je pense qu'il y a un vrai sujet. Très clairement, il y a un vrai sujet turc au sein de l'OTAN. On a un sujet plus global de l'OTAN et de la concomitance entre est-ce qu'une OTAN forte peut continuer à exister à côté d'une Europe de la défense, par exemple, telle que le souhaite le président de la République. C'est une question qui doit être tranchée assez rapidement, et la Turquie nous force en réalité à trancher cette question. Le département dont vous êtes l'élu, le Pas-de-Calais, est en première ligne évidemment pour le Brexit. Est-ce que c'était une bonne idée d'accorder un nouveau délai aux Britanniques, sachant qu'on voit bien que rien de très clair ne se dessine, notamment avec la perspective des élections générales dans pile un mois ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il fallait un élément nouveau pour accorder un nouveau délai. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que de toute façon, le Brexit, même avec un deal, sera pire que l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne pour le territoire que je représente, le territoire du Calaisis. Et donc, on a eu un élément politique nouveau, majeur, qui est le fait que ce Parlement, qui n'arrivait pas à se mettre d'accord, allait être renouvelé avec des élections générales dans un mois au Royaume-Uni. Et donc, à l'issue de ce renouvellement de la Chambre des communes au Royaume-Uni, nous allons pouvoir savoir s'il y a une majorité claire pour voter ou non un accord et pour décider ou non de quitter et sous quel terme l'Union européenne. Mais vous ne craignez pas alors le délai maintenant fixé à fin janvier, mais qu'il soit de nouveau reporté, qu'on en soit toujours là dans un an, 2 ans, 3 ans ? Laissons passer les élections, voyons quelle majorité va sortir. Ce qui était évident, c'est qu'avec le Parlement précédent, il était impossible d'avoir un accord. Ils étaient d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient d'accord sur absolument rien. Ils étaient d'accord sur le fait qu'il fallait sortir, mais ils ne savaient pas comment. Et donc à un moment donné, on ne pouvait plus fonctionner avec ce Parlement. Et donc la seule issue était d'avoir des nouvelles élections générales. C'est ce qui va se passer d'ici un mois. En France, Christophe Castaner reçoit aujourd'hui Xavier Bertrand et Bruno Retailleau qui vont lui réclamer l'interdiction des listes communautaires en vue des élections municipales. Mais est-ce que c'est faisable en pratique ? Comment on définit d'abord et comment on interdit éventuellement des listes communautaires ? C'est une excellente question et c'est là tout l'enjeu de ces rencontres, tout l'enjeu du travail préparatoire qui a pu être celui de Bruno Retailleau et de Xavier Bertrand. Ce qui est évident, c'est qu'on voit bien qu'il y a dans quelques endroits de la République des tentatives de sécession, de mettre à mal, de pousser de plus en plus loin la République. Je pense que
l'exemple qui a été le malheureux exemple de la honteuse manifestation qui s'est déroulée le 10 novembre dans les rues de Paris. Contre l'islamophobie. Contre l'islamophobie, qui en réalité, on voit bien que dans l'appel, il y avait des phrases qui étaient extrêmement choquantes. Expliquer qu'il y a des lois françaises liberticides, c'est quelque chose qui est absolument choquant. Est-ce que c'est la loi sur l'interdiction du voile à l'école qui est liberticide pour ces gens? Est-ce que c'est l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public qui est dérangeant et qui est une loi liberticide pour ces personnes-là? Et donc il est évidemment nécessaire de mettre un terme à ces tentatives de sécession de la République. Et si ça doit passer par une loi au moment des élections municipales pour que aucun élu de la République ne puisse porter des idées d'islam radical, eh bien tant mieux. Maintenant, il faut être extrêmement vigilant. Éventuellement interdire de se présenter a priori. Il faudra voir, parce que c'est ça qui est extrêmement compliqué d'un point de vue constitutionnel. Est-ce que ça doit se faire a priori au moment du dépôt de la liste? Je pense que ça va être très dur à faire passer en lien avec la Constitution. Simplement, il faudra être extrêmement vigilant après l'élection et faire en sorte que dès qu'une mesure est prise par une majorité ou des propos prononcés par un élu municipal en charge d'une fonction exécutive qui va à l'encontre des valeurs mêmes de la République, par exemple sur l'égalité homme-femme, il faudra être absolument intransigeant et pouvoir le démettre de ses fonctions. C'est la ligne du gouvernement. Écoutez, on verra ce qu'ils vont proposer. Entre ce que le gouvernement dit et ce que le gouvernement fait, il y a toujours un écart. On voit sur la question migratoire, on a un gouvernement qui nous explique qu'il faut être beaucoup plus dur sur l'immigration irrégulière et qui, dans la même nuit, diminue de 10% le budget sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc entre ce que le gouvernement dit et ce que le gouvernement fait, il y a un abysse. Et nous, en tant que les Républicains, on essaye de combler cet abysse et faire en sorte qu'on fasse de la République le seul socle définitif de notre nation française. Votre parti doit choisir dans les tout prochains jours sa tête de liste pour Marseille. Est-ce que la première tâche alors celui ou celle, puisque ça se joue entre Martine Vassal et Bruno Gilles, est-ce que sa première tâche sera de prendre ses distances avec Jean-Claude Gaudin, dont la gestion est extrêmement critiquée? Écoutez, je pense que Jean-Claude Gaudin a été maire de Marseille pendant de très nombreuses années, a fait des grands mandats qui ont pu permettre de modifier la ville, de réussir à faire rayonner cette ville de Marseille sur l'ensemble du bassin méditerranéen. On a des grandes réalisations qui ont pu être faites, par exemple le MUSEM, qui est un exemple de chef-d'œuvre d'art contemporain et de civilisation. Et donc, à partir de là, sa fin de mandat est laborieuse. Il y a l'effondrement de l'immeuble, certes laborieuse, mais il y a des rapports de la Chambre régionale des comptes. Je fais partie des gens qui estiment que quand on est en politique, on n'a pas besoin forcément de tuer le père à chaque fois. Et que des personnes qui ont été dans les majorités de Jean-Claude Gaudin, des personnes qui ont travaillé à ses côtés, ne doivent pas se sentir forcément obligés, pour se légitimer, de taper sur leurs prédécesseurs. C'est valable pour Jean-Claude Gaudin, comme c'est valable pour tout élu qui a déjà fait un certain nombre de mandats. On voit par exemple actuellement avec des candidats à La République En Marche qui sont en train d'émerger un peu partout, en quittant des majorités municipales, et la première chose qu'ils font, c'est en tapant sur le maire qui les a fait adjoints ou qui les a fait conseillers municipaux. Donc, à un moment donné, ils ont un peu de respect pour ce qui a été fait. La page Jean-Claude Gaudin va se tourner à Marseille, c'est une page importante. Il y a forcément eu des bonnes choses, forcément eu des mauvaises choses, comme dans toute gestion municipale. Certaines ont été dramatiques, vous faisiez référence à l'effondrement de l'immeuble qui a profondément marqué la cité phocéenne. Maintenant, il faudra que Martine Vassal et Bruno Gilles déjà discutent entre eux pour pouvoir porter d'une seule voix la voix des Républicains à Marseille, et puis présentent leurs propositions pour faire évoluer Marseille. Vous faites partie de la jeune garde que Christian Jacob vient de nommer chez LR pour relancer le parti. Vous êtes particulièrement chargé de faire revenir les jeunes vers les Républicains. En janvier, dans l'Opinion, vous aviez co-signé une tribune contre le Wauquiez bashing. Et puis 5 mois plus tard, après la claque des européennes, vous aviez œuvré à sa démission. Est-ce que c'est pas un peu de la politique à l'ancienne? Non, j'ai absolument pas œuvré à la démission de Laurent Wauquiez. Enfin, vraiment pas pour le coup. On a lancé avec Aurélien Pradier ce qu'on appelait le comité de renouvellement et qui va avoir une prochaine session d'ici quelques semaines. L'objectif... Ça avait vraiment été perçu comme ça. Écoutez, je peux absolument vous dire que ce n'était pas une action contre Laurent Wauquiez, ça a même été discuté avec Laurent Wauquiez en amont. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit extrêmement clair. C'était une manière d'expliquer qu'il y avait un parti qui était le parti tel qu'on le connaissait, qui avait besoin d'avoir de l'air frais à l'intérieur de ce parti, et que le comité de renouvellement était un des moyens de pouvoir faire venir des nouvelles personnes, de la société civile, des jeunes, vous faisiez référence à la jeunesse, au sein du parti. Donc c'était absolument pas une action contre Laurent Wauquiez. Vous savez, je suis extrêmement fidèle au chef. Laurent Wauquiez avait été élu, parfaitement élu.
il m'avait fait confiance pour être en charge des questions migratoires. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir être aussi fidèle à ceux qui nous ont fait confiance. Et Laurent Wauquiez n'a pas été victime d'un acte de déstabilisation de la jeune garde, absolument pas. Nous, on avait fait ça au contraire pour accompagner et montrer que le parti pouvait se réformer de l'intérieur avec les directions qui étaient là. Il a pris la décision de démissionner. Bon, après un résultat qui était un résultat qui était mauvais, enfin il était très mauvais, il faut appeler un chat, et donc à partir de là, il a pris la décision de démissionner, on a eu une nouvelle élection, Christian Jacob a été élu président des Républicains, il a renommé une nouvelle équipe, à charge de cette nouvelle équipe de pouvoir continuer, amplifier le travail de conviction des Français et de présentation d'un projet alternatif à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Justement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre d'un mot pour ramener les jeunes vers la droite ? Alors c'est une grande question parce qu'aujourd'hui, les Républicains ont un défaut avec la jeunesse, c'est-à-dire qu'on n'attire plus les jeunes. J'ai connu les jeunes Républicains, les jeunes UMP à l'époque, jeunes populaires, on était 25-30 000. Aujourd'hui, on est 10 fois moins. Et donc, il est nécessaire de pouvoir faire une nouvelle équipe qui sera à terme autonome, qui pourra être un aiguillon des idées des Républicains, qui pourra créer une grande université d'été de rentrée des Républicains comme on a pu le connaître à l'époque, qui va aussi renouer avec la caravane d'été sur les plages françaises. Et donc on va commencer par faire un travail méticuleux de nomination de référents départementaux dans chacune des fédérations de France, de référents régionaux, et puis on va commencer à simplement organiser les débats, préparer les municipales avec les jeunes, faire en sorte que des jeunes soient également élus et présents sur les listes aux élections municipales pour former la génération de demain, parce que la génération à laquelle j'appartiens est une génération de trentenaires, et on a besoin de former déjà la prochaine génération de la droite française. Vous travaillez pour 2022 ou pour au-delà ? On travaille pour la droite française dans son entièreté, donc ce sera pour certains en 2022, pour certains en 2027. Le but est au final que nous ayons des militants qui soient formés aux campagnes municipales pour le cas des élections municipales en 2020 et qui soient également capables d'être candidats à certaines élections, soit en tête de liste, soit en position éligible, pour porter la voix de la jeunesse de France, la jeunesse de droite, et faire en sorte de présenter aux Français une alternative crédible en se basant sur les réussites des municipales. On est à la tête de nombreux exécutifs dans les villes, dans les départements, dans les régions. Nous avons énormément de réussites locales et c'est ces réussites locales qu'il faut réussir à transformer en réussite nationale. En 2022, on l'espère, et peut-être en 2027, ça ne fonctionne pas en 2022. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont. Merci à vous.